Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente d'abord, Dominique Mahé, je suis président du groupe Maïf et j'ai plaisir à vous accueillir ce soir dans un lieu que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent et d'autres peut-être pas. Maïf Social Club, c'est un lieu que nous avons ouvert en fin d'année 2016, plus fortement en janvier 2017, et un lieu qui à ce jour connaît un succès plus que d'estime, puisque nous avons dépassé les 100 000 visiteurs. Alors c'est quoi ce lieu en deux mots? C'est un lieu, je dirais d'abord, et nous y sommes attachés, un lieu fidèle à nos valeurs, un lieu ouvert à tous, un lieu de service, d'échange, de découverte, un lieu d'innovation, un lieu de conférences, de débats, d'échanges, d'exposition aussi, actuellement une exposition sur la mobilité, conférence donc aussi comme celle de ce soir. Bref, un lieu qui illustre que la Maïf est ouverte sur la cité, est ouverte sur les sujets du monde, et la finance solidaire est un sujet aussi de la cité et un sujet du monde. Et donc, vous le savez, nous sommes en pleine semaine de la finance solidaire, organisée par Finansol. La Maïf est partenaire de cette semaine de la finance solidaire depuis 9 ans déjà, depuis une 9e année consécutive. Et donc j'ai l'honneur aussi d'accueillir le président de Finansol, Frédéric Tiberghien, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'animer cette soirée. Vous serez le maître de cérémonie de cette soirée sur une thématique, quelle finance pour un monde plus vert et solidaire. Et avant de lui céder la parole, je tiens à saluer aussi et à remercier nos intervenants, Pierre-René Lemas, devant moi, qui est président de France Active. Et France Active est un partenaire clé également de cette semaine de la finance solidaire. Et on connaît, je peux le dire, vous le savez, le rôle majeur qui est joué par France Active dans le soutien, dans l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises, particulièrement d'entreprises d'insertion. J'ai aussi plaisir à accueillir Emmanuel Soulias, qui est directeur général d'Enercop, fournisseur d'électricité 100% renouvelable, 100% coopérative. Et je précise que ces lumières-là, Maïf Social Club, est éclairée par Enercop. Il fallait le dire, Emmanuel. Voilà. J'accueille aussi Gauthier Auchard, qui est fondateur de l'association Foot de rue. Foot de rue, vous nous en parlerez, Gauthier, qui est un incubateur donc culinaire d'insertion. Parisien, je crois, et vous nous en parlerez. Donc des acteurs engagés qui vont s'exprimer ce soir et qui œuvrent au quotidien pour renforcer la visibilité, la notoriété de la finance solidaire. Moi, ce que je voudrais dire quelques mots très rapidement, c'est que nous sommes en 2018 et il y a 10 ans, chute de Lehman Brothers et la crise financière mondiale qui a provoqué donc cette chute qui en a été le déclencheur. Et donc aujourd'hui, je pense que nul ne peut douter de l'absolue nécessité de remettre la finance au service de l'économie réelle, rémunérer l'investissement de temps long plutôt que la prise de risque à court terme, investir dans les services, dans les infrastructures du quotidien, plutôt que dans des bulles spéculatives. Bref, financer le bien-être de la majorité plutôt que l'enrichissement d'une petite minorité. Moi, je dirais que tel est le cahier des charges sur lequel un nombre croissant d'acteurs politiques, d'acteurs économiques tend désormais à s'accorder, et c'est une très heureuse nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. Pour autant, donc, si cette ambition, telle que je viens de l'exprimer, progresse dans la cité, nombre d'épargnants, de citoyens, s'interrogent trop souvent sur les outils, les leviers, les véhicules à leur disposition pour donner du sens à leur argent. Et cette soirée, eh bien, elle a vocation de nous éclairer sur les financements auxquels les épargnants peuvent recourir pour soutenir, via la souscription de produits d'épargne solidaire, des entreprises, des associations à forte utilité sociale ou environnementale. Et donc, la finance solidaire, elle agit pour le mieux commun, car elle a un impact direct sur notre économie, sur notre société. Elle crée de l'emploi,
Elle permet à des personnes d'être insérées, d'être relogées, d'être approvisionnées en énergie renouvelable, par exemple. Alors pour la Maïf, moi je dirais que guidé par la conviction que nous avons à la Maïf que l'éthique et la performance ne sont pas opposées, mais elles se nourrissent mutuellement. L'éthique nourrit la performance et la performance est le résultat de l'éthique. Et donc nous nous sommes engagés depuis 2009 en faveur de la finance solidaire. J'ai plaisir à rappeler que la Maïf a été le premier assureur français à signer les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Et nous nous sommes aussi dotés à ce moment-là d'une charte d'investissement responsable. Et cet engagement, eh bien, nous l'avons concrétisé, nous l'avons tenu, puisque vous savez que le métier d'assureur, c'est avant toute chose de protéger et de gérer des contrats, mais un assureur, il est aussi un gestionnaire d'actifs. Et pour la Maïf, nous avons, sur l'ensemble de nos actifs, 81% de nos placements qui relèvent des critères de l'ISR, de l'investissement socialement responsable. Et donc finalement, la Maïf, elle ne va pas changer le monde, hein, mais nous démontrons que finance, solidarité, ne sont pas deux notions antinomiques, mais au contraire qu'il est possible de mettre l'une au service de l'autre. Et nous le faisons à la Maïf de deux façons. D'abord en tant qu'établissement collecteur de l'épargne. La Maïf offre à ses sociétaires qui le souhaitent une gamme complète d'épargne avec une dimension solidaire, livret d'épargne, assurance vie, fonds d'investissement de proximité, etc. Je ne vais pas développer. Bref, nous avons coloré notre gamme épargne d'une dimension solidaire. Nous sommes aussi, évidemment, deuxième dimension, un investisseur institutionnel au travers, et je vais le souligner, au travers d'un fonds que nous avons créé en 2013 qui s'appelle Maïf Investissement Social et Solidaire, créé en 2013. Et depuis 2013, nous avons investi, ce fonds a investi 25 millions d'euros pour accompagner des entreprises ayant cette dimension de l'innovation sociale, d'entreprises solidaires. Je ne vais pas les citer toutes, mais on en a mis quelques-unes. La Microdon, par exemple, le Relais, vous connaissez le Relais, les ateliers du bocage, Enercop ici présent. Je vais la citer, tiens, la coopérative funéraire de Nantes. Pourquoi je la cite? Tout simplement parce que nous étions lundi soir, n'est-ce pas Frédéric? Nous étions à la remise des prix de Finansol et cette coopérative funéraire de Nantes, elle a obtenu un trophée, le trophée de l'innovation des entreprises innovantes. Et donc elle est en partie, pas seulement, évidemment, soutenue par Maïf Investissement Social et Solidaire. Voilà, donc à notre niveau, nous considérons que c'est un devoir d'être présent sur ces territoires-là, parce que la Maïf, forte de ses valeurs, mais avoir des valeurs, ça ne suffit pas. Elles ne valent que par les preuves qu'on leur donne. Et entre autres preuves, toute la présence et la prégnance de la Maïf dans ce domaine de l'investissement social et solidaire. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vais laisser la parole à Frédéric. Un grand merci à vous, Frédéric, pour être l'animateur de cette soirée. Merci. Merci beaucoup, Dominique Mahé. Pour votre accueil, et puis vous venez de nous dire avec le talent et la passion qu'on vous connaît, toute la profondeur de l'engagement de la Maïf en faveur de la finance solidaire. Alors, quelques mots sur l'organisation de notre soirée. Donc, comme vous l'avez très bien dit, nous avons une grande question à résoudre. Quelle finance pour un monde plus vert et plus solidaire? C'est tout un programme. Il y en a pour une vie entière, mais nous allons essayer d'y répondre avec quelques éléments cette soirée. Première remarque, et vous l'avez très bien dit, c'est que pour répondre à cette question, il faut regarder et penser le temps long et non pas le temps court qui est généralement celui de la finance et de la politique. L'écologie, c'est pareil. Faire la transition écologique et solidaire, ça suppose de voir loin et d'être patient, alors que la finance et la politique sont par définition impatientes et que c'est plutôt le domaine du temps court. Donc c'est très difficile de raisonner à très long terme. Alors cette soirée, nous allons avoir 3 interventions.
Comme président de Finansol, je vais vous présenter en une dizaine de minutes l'origine de la finance solidaire, quel est son rôle dans la société, quelles sont ses perspectives, où elle en est aujourd'hui. Ensuite, nous aurons 2 témoignages qui vont durer chacun une dizaine de minutes. Donc d'abord celui d'Enercop, dont vous nous avez très bien parlé, puis celui de Gauthier Auchard pour Foot de rue. Ensuite, nous aurons une intervention de Pierre-René Lorma qui nous dira effectivement le rôle de France Active sur le terrain, puisque c'est un grand réseau qui accompagne et qui finance beaucoup de créateurs de projets très, très innovants. Ensuite, nous aurons un petit quart d'heure d'échange. Vous aurez l'occasion de poser des questions ou de faire des remarques aux intervenants qui s'assoiront ici quand ils auront fini leur présentation. Et puis, à la fin, nous aurons une petite conclusion et nous continuerons notre débat autour d'un verre pendant la soirée, sachant que tout ça doit se terminer à 20h15 au plus tard. Alors pour ceux qui posent des questions, je les inviterai également à se lever, à se présenter, car ce que nous disons est retransmis par la télévision sur Internet, et donc c'est plutôt mieux de pouvoir identifier ceux qui posent des questions. Alors quelques mots tout d'abord pour vous reparler de la finance solidaire. Alors d'abord, une courte frise qui vous rappelle l'historique de la finance solidaire. Alors c'est une frise qui est extrêmement intéressante, et je rappelle toujours que la finance solidaire est née d'initiatives d'acteurs de la société civile dans les années 80, en particulier pour résoudre une question simple, c'est que beaucoup de porteurs de projets n'avaient pas accès au financement bancaire ordinaire, étaient rejetés. Ça arrive toujours quand on a des projets sociaux, ils ne sont pas toujours compris par les banquiers, il y a des exceptions. Et donc, dès les années 80, on a vu, par exemple, première société finalement de capital risque régional, adepte des circuits courts, qui lance les premières parts de capital ouvertes à la souscription des épargnants solidaires. Premier club Cigale également en 83, qui sont des épargnants qui se regroupent pour épargner quelques euros, ce sont des francs à l'époque, ensuite décider de leurs investissements dans des entreprises de proximité qui les accompagnent dans la durée. Et aussi, première création du fonds commun de placement fin et développement trésorerie par le crédit coopératif pour permettre aux associations en particulier de gérer leur trésorerie. Donc vous voyez une grande innovation produit dès le début des années 80. Autre date importante, la création du premier fonds commun de placement insertion emploi, le premier fonds 90-10, donc né dans l'orbite de la Caisse des dépôts, qui a toujours été une des bonnes fées de la finance solidaire. Donc ce sont des fonds où 90% est investi sur des titres cotés sur les marchés financiers et 5 à 10% dans des actifs solidaires. Création en 1994 du premier livret solidaire, et vous voyez que tout ça se passe avant la création de Finansol. Donc retenons cette idée simple que la finance solidaire, c'est l'initiative d'acteurs de la société civile qui avaient besoin d'accéder à du financement et qui se sont débrouillés, souvent en coopérant avec des banques, pour trouver, monter des produits qui permettaient de financer des projets. Donc Finansol naît seulement 15 ans après les débuts de la finance solidaire, où les acteurs se disent il faut qu'on se regroupe pour être plus forts ensemble. Et une des premières initiatives que fait l'association, c'est de créer le label en 1997. Et donc, vous voyez que les premiers produits labellisés le sont en 1997. Et puis, vous avez ensuite quelques dates importantes. Le début de l'assurance vie solidaire en 1996, le premier livret de partage créé également en 1996 par le Crédit coopératif, puis ensuite les grands textes sur l'épargne salariale, la loi Fabius qui crée l'agrément entreprise solidaire et qui oblige à présenter un fonds solidaire dans tous les plans d'épargne salariale, l'extension en août 1988 à toutes les formes d'épargne salariale. Et par exemple, vous avez une autre date intéressante, le premier site de financement participatif qui est labellisé Finansol en 2008. Donc vous voyez dont ces dates sont intéressantes, et vous avez en bas les chiffres sur lesquels je vais revenir. On a 1 milliard d'encours en 2007 seulement. Donc vous voyez, cette petite frise permet de retracer l'histoire de la finance solidaire. Donc retenons aussi qu'elle repose d'abord sur l'innovation produit
par les acteurs de la finance solidaire. Donc c'est à chaque fois une nouvelle génération de produits et qui est appelée à des développements spectaculaires parce qu'ensuite chacun copie le précédent. Il y a plusieurs livrets de partage, on a des FCP, maintenant on en a une cinquantaine. Donc la finance solidaire est portée par l'innovation produit qui est mise au service de projets de dimension sociétale. Alors très vite, pour vous rappeler les encours, donc aujourd'hui on a 11 milliards et demi d'encours d'épargne solidaire, donc vous avez bien vu que ça a été très long au début, et là on ne commence vraiment qu'en 2000, la frise ne commence qu'en 2002, donc vous voyez que les montants étaient extrêmement faibles. Donc retenons aussi cette idée que c'est un segment en très forte croissance, parce qu'il correspond à une aspiration croissante des épargnants, comme l'a très bien dit Dominique Mahé, de donner du sens à son épargne. Alors on a aujourd'hui, on distingue trois circuits de collecte. Donc le plus ancien, ce sont les parts de capital que l'on peut souscrire directement auprès des entreprises solidaires. J'y reviendrai tout à l'heure. Enercop en est par exemple une illustration. Le deuxième grand circuit, qui est également le plus ancien, qui sont les banques et les compagnies d'assurance qui proposent dans leur gamme de produits de l'assurance vie solidaire, par exemple pour les assureurs, ou des livrets bancaires ou des fonds communs de placement pour les banques, donc ouverts à la souscription des particuliers. Et le troisième circuit, c'est l'épargne salariale. Donc je reparlais des lois 2008, 2009, 2010. Donc vous voyez qu'on a une énorme accélération à compter de ces dates, en vertu desquelles donc, il est désormais obligatoire de présenter une option solidaire aux salariés bénéficiaires d'un accord d'intéressement ou de participation. Et cet effet a été extrêmement puissant puisque ça explique une très grande part de la croissance des encours depuis ces quelques années. Alors ici, simplement le nombre des placements labellisés. Donc on a commencé à 7, vous l'avez vu en 97, et donc tout ça continue. Donc on est aujourd'hui à un peu plus de 105 ans. Donc chaque année, Finansol labellise 7-8 produits nouveaux et en délabellise 3 ou 4 selon les années, puisque tout ceci est soumis à un contrôle annuel extrêmement vigilant du comité du label, qui est formé d'experts indépendants qui s'autogèrent, s'auto-recrutent. Alors, malgré ce succès très impressionnant, taux de croissance de la collecte de 15 à 20% depuis une quinzaine d'années, nous regrettons que l'épargne solidaire ne représente toujours que 0,23% de l'épargne financière des ménages. Donc on a encore des marges de progression et nous avons en ligne de mire un objectif d'arriver à 1% environ de l'épargne financière des ménages d'ici une dizaine d'années. C'est ce que nous essayons de faire. Donc ces trois circuits que je vous rappelais, donc comment devient-on épargnant solidaire? En souscrivant un placement d'épargne solidaire, livret, assurance vie, fonds commun, SICAV, compte à terme, livré auprès d'une banque ou d'une compagnie mutuelle d'assurance, en souscrivant directement au capital, aux parts sociales d'entreprises émettrices, donc on en a environ une cinquantaine aujourd'hui, ou à travers un fonds d'épargne salariale, en choisissant d'investir dans un fonds 90-10 qui a une composante solidaire. Donc voilà les trois façons de devenir épargnant solidaire. Alors, ici, je vous fais une autre distinction très importante parce que dans les produits financiers solidaires, on distingue deux catégories. Les produits de partage dont je vous ai parlé, qui sont nés en 86, qui sont aujourd'hui avec un encours d'environ 1,5 milliard, qui sont des produits financiers dans lesquels l'épargnant abandonne le revenu de son placement en choisissant des associations bénéficiaires, et on l'abandonne 25, 50, 75 ou 100% du revenu, et en contrepartie, on bénéficie d'un reçu fiscal, puisque c'est considéré comme un don. Donc le fait d'abandonner son revenu est compensé par le fait que l'épargnant peut bénéficier donc du régime fiscal du don. Alors l'autre segment qui est le plus important, 10 milliards 100, ce sont ce qu'on appelle des produits d'investissement, donc qui donnent lieu à des financements d'entreprises, soit par des prêts, soit par du capital, etc. Alors je terminerai en vous essayant de vous exprimer en quelques mots sur les transferts, quel est le rôle de la finance solidaire. Donc historiquement, cette formule reflète les premières années, donc donner accès
au financement à des entreprises non cotées ou à des associations qui n'avaient pas accès au financement bancaire traditionnel, donc combler une lacune finalement dans l'accès au financement. Alors, deuxième façon d'exprimer le rôle de la finance solidaire, c'est de dire que c'est une finance à vocation inclusive et qui permet aux populations défavorisées d'accéder à l'épargne et au crédit sans épargne préalable. Donc c'est par exemple ce qu'on fait encore aujourd'hui dans les pays du Sud, puisqu'une partie des financements solidaires vont vers les pays du Sud où, à travers cette épargne, on dote en capital des institutions de microcrédit qui font eux-mêmes des prêts à des petits entrepreneurs pour créer de l'emploi, par exemple, notamment l'entrepreneuriat féminin. Troisième rôle de la finance solidaire, c'est de soutenir la création et le développement des entreprises solidaires. Mais là, le président de France Active reviendra là-dessus sur ce rôle irremplaçable, car soutenir la création est une activité très risquée, donc très rares sont les financeurs qui acceptent de prendre le risque de la création d'entreprises. Donc il s'agit là aussi de combler une lacune dans le fond du marché, des marchés financiers. Quatrième rôle de la finance solidaire, c'est aussi lié aux emplois, financer des initiatives qui contribuent à la lutte contre le chômage et l'exclusion, à la cohésion sociale et au développement durable. Donc dans les emplois de la finance solidaire, une bonne partie va vers l'accès à l'emploi à travers le financement d'entreprises d'insertion. Et donc vous aurez l'occasion d'illustrer ce rôle. Et puis nous avons aussi une forte montée en puissance dans les emplois actuels de toute la composante environnementale, collecte, recyclage des déchets, énergie citoyenne, agriculture biologique. Donc c'est le segment qui se développe le plus en ce moment et qui est très lié au thème bien connu de la transition environnementale. Et donc il y a besoin aussi d'être financé. Et puis si l'on disait aujourd'hui quel est le rôle de la finance solidaire, nous dirions il est de contribuer activement à la transition sociétale en mettant la finance au service de modèles et de pratiques économiques plus solidaires d'un point de vue social et environnemental. Dans le fond, c'est redire ce que vous nous avez dit tout à l'heure, qui est dans le fond comment vous concevez le rôle de la MAIF, c'est exactement ça. Nous ne pouvons pas tout résoudre, mais à notre échelle, nous pouvons contribuer à la transition sociétale. Et je terminerai sur cette belle formule du gouverneur de la Banque de France, parce qu'on ne doit pas avoir de complexe, même si on ne fait que 0,23% de l'épargne financière des ménages. Ce que dit le gouverneur, c'est très intéressant, l'épargne solidaire restera forcément un levain dans la pâte, son influence dépassera toujours nettement sa taille. Donc autrement dit, la finance solidaire, c'est aussi un agitateur, un ferment qui permet, à travers l'exemplarité de ce que nous faisons de l'argent, de donner des complexes à tout le milieu financier en général et d'essayer de dire voilà ce qu'il faut faire si on veut une économie véritablement au service des projets, des grands projets de la société. Donc voilà le rôle de la finance solidaire. Et je terminerai en disant qu'elle a des perspectives brillantes, car nous avons tiré de l'expérience de l'épargne salariale une grande idée simple. C'est que pour que la finance solidaire se développe, il faut que tout produit financier ait une déclinaison solidaire. Et pour cela, nous demandons au Parlement de voter des lois qui obligent les assureurs ou les banques à présenter pour toute offre financière une déclinaison solidaire. Parce que l'épargne salariale a montré que quand la présentation devient obligatoire, elle est choisie. Aujourd'hui, 10% des salariés ont choisi l'option solidaire dans les plans d'épargne salariale, ce qui est absolument considérable. Et donc nous disons, il faut avoir la même chose pour tous les produits financiers, les livrets bancaires, notamment réglementés. C'est le livret de développement durable solidaire, qui n'est toujours pas entré en vigueur, mais pour lequel nous nous battons. C'est l'assurance vie solidaire, promesse du candidat Emmanuel Macron de rendre obligatoire pendant son quinquennat la présentation d'une unité de compte multi-support, enfin solidaire dans tous les contrats d'assurance vie multi-support. Donc c'est un des enjeux de la loi Pacte et généralisation de l'offre solidaire à toutes les modalités de l'épargne salariale. Donc si les parlementaires veulent bien prendre ces mesures dans le cadre de la loi Pacte, et nous avons de bonnes raisons de penser qu'ils en prendront en tout ou en partie, et que d'autre part, nous pouvons conforter l'appel au capital citoyen malgré
la suppression de l'ISF et ses conséquences pour l'instant un peu dramatiques pour la collecte en direct, eh bien, l'avenir de la finance solidaire sera brillant et nous atteindrons ce 1% dans quelques années. Donc voilà les perspectives. Alors, ayant dit cela, je vais tout de suite donner la parole maintenant au témoignage. Ça, c'était un peu le cadrage général. Et peut-être je vais passer la parole à Emmanuel Soulias qui va nous montrer, dans le fond, comment on se finance grâce au solidaire et ce qu'on fait de cet argent. Est-ce que ça permet de faire? Emmanuel, c'est à vous, donc à la fois en qualité de directeur général d'ENERCOP et puis aussi de président de la Énergie Partagée Investissement, qui est la structure qui collecte l'épargne auprès des épargnants. Merci Frédéric, merci Dominique pour votre accueil et vos mots. Merci à l'équipe du Maïf Social Club et de la Maïf de nous accueillir, de nous permettre de parler d'ENERCOP, de l'énergie citoyenne, des énergies renouvelables à l'occasion de la finance solidaire. Je vais vous proposer un petit film qui dure 2 minutes, parce que c'est une bonne manière aussi de présenter ENERCOP et c'est rapide et puis ça change un peu le rythme. Qui va vous parler d'ENERCOP, l'énergie militante. Ça me permet de partager avec nos camarades de la Maïf que quand j'ai pris le mandat de directeur général d'ENERCOP il y a 4 ans de ça, il y avait un travail qui était mené pour dire on va changer notre baseline parce que l'énergie militante, ça fait trop militant, c'est trop alter et ça fait peur à tout le monde. Et on était parti sur des slogans du genre le vert c'est toi et moi ou des trucs un peu comme ça. Et j'avais pris l'exemple de l'assureur militant en disant bah voilà, quelqu'un qui a assis cette baseline assureur militant. Alors peut-être que chez vous ça vous pose des problèmes encore, je ne sais pas. Mais en tout cas je trouve que ça marche très bien, assureur militant et énergie militante. Je lance le petit film, si je parviens voilà, à cliquer dessus. Derrière vos prises, vous ne savez pas ce qu'il y a. Mais si vous pouviez remonter dans les tuyaux, qu'est-ce que vous verriez? Soit vous suivez le parcours des énergies conventionnelles, nucléaire, pétrole, gaz, charbon, avec leur cortège de dégâts. Soit, bonne nouvelle, vous décidez de choisir une autre énergie, la nôtre, celle d'ENERCOP, fournisseur d'électricité 100% renouvelable, organisé en réseau de coopératives locales. Et où vous conduisent nos circuits. Auprès de Patrick et Claude, par exemple, nos producteurs d'énergie renouvelable. Nous leur achetons directement l'énergie que nous fournissons à nos clients. C'est ce que nous appelons le circuit court de l'électricité. Le long de nos circuits, vous reconnaissez les régions où ils produisent, aux 4 coins du pays. Puis vous voilà dans les bureaux d'ENERCOP. Vous pouvez y croiser ceux qui décrochent quand vous téléphonez. Pour Estelle, Gaël et Pierre, pas de script à vous débiter et pas de temps limite avec vous. Voilà aussi Anaïs, Julie et François à la recherche de nouveaux producteurs. Mais maintenant, allez jusqu'au bout des circuits. Allez là où nous décidons comment investir nos bénéfices. En assemblée générale, avec nos sociétaires, producteurs, salariés, clients. Tous participent aux grandes décisions de la coopérative sur le principe « une personne égale une voix ». Dans ces choix, ces décisions d'investissement, il y a aussi vos sous. Alors certes, ça coûte un peu plus cher, mais ce que vous financez a de la valeur pour vous. De plus en plus de personnes vont voir ce qu'il se passe derrière la prise. Ça y est, là vous y êtes, à la source de l'énergie ENERCOP. Et la source, c'est vous, eux, nous, les citoyens. Vous avez sous les yeux la force de notre projet. Bien sûr, personne ne peut remonter le long des fils électriques. Et en fait, techniquement, ce sont les mêmes fils pour tout le monde. Mais tant mieux, car grâce à ça, autre bonne nouvelle, vous branchez sur l'énergie ENERCOP, c'est très simple, presque comme appuyer sur un bouton. Pas de changement de compteur, pas de coupure. Oui, derrière vos prises, il peut y avoir plus que de l'électricité. Il peut y avoir l'énergie d'un projet de société, plus humain, écologique et local. ENERCOP, fournisseur d'énergie militante. Eh ben c'est parfait, j'ai rien à faire. Voilà, donc c'était une manière d'introduire ENERCOP. Donc je vais dire 2-3 mots de plus sur... alors, ouais, il faut que j'arrête là, parce que sinon c'est parti mon kiki, et vous allez avoir toute l'histoire ENERCOP en 18 films. Voilà. Donc ENERCOP, vous l'avez compris, c'est un fournisseur d'électricité qui s'est créé il y a 12 ans sous la forme de SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, avec l'idée de mettre autour du projet l'ensemble des parties prenantes. Pour aller droit au but, je vais vous donner quelques chiffres sur ENERCOP et où on en est. Pour aller droit au but par rapport à ce que vous avez présenté sur la finance solidaire notamment, aujourd'hui, ENERCOP, c'est un acteur qui intervient dans un secteur d'activité dans lequel il y a des géants. Il y a EDF qui détient 80% de parts de marché, il y a Engie,
Il y a Total, il y a Leclerc, il y a Butagaz, il y a Eni, il y a Vattenfall qui est un opérateur suédois, il y a Casino, et il y a de plus en plus d'acteurs, et c'est pas absurde d'imaginer que dans 2-3 ans, il y aura Google, il y aura Amazon, voilà. Alors c'est un marché qui s'ouvre énormément à la concurrence. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché à prendre. EDF détient encore une fois 80% de parts de marché. Et c'est un marché qui demande une forte intensité capitalistique. Pour se positionner sur ce marché, pour sécuriser son approvisionnement, pour faire de la communication, du marketing, pour avoir un circuit de souscription, pour avoir un service de relations clients, il faut beaucoup, beaucoup d'euros. Total, qui se lance sur le marché, qui vise 10% de part de marché, a investi 300 millions d'euros dans Total Spring, plus quelques milliards dans le rachat de Direct Energy. Alors nous, comment on se débrouille dans tout ça? On est un peu comme le levain dans la pâte, et on est un peu sur les mêmes ordres d'idées que vous avez expliqué, Frédéric. Aujourd'hui, on va finir l'année avec 70 000 clients, à rapprocher du nombre de compteurs résidentiels en France, c'est 32 millions. Donc 60 000 sur 32 millions, vous voyez qu'on est vraiment une puce. Mais c'est pas grave, notre objet, de toute façon, c'est pas être un acteur qui va dévaster le marché, c'est de montrer qu'il y a une autre façon de concevoir le circuit de production, de distribution, de consommation de l'électricité en France. On est le seul acteur à avoir choisi ce statut coopératif. Ça veut dire pour nous, vous le savez, lucrativité limitée, ça veut dire réinvestissement des profits dans le capital, ça veut dire gouvernance démocratique, ça veut dire l'ensemble des parties prenantes qui participent à la décision de l'entreprise. On est le seul acteur à avoir le label ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. On vient de recevoir aussi le label pionnier French Impact. Tout le monde voit ce que c'est, French Impact, c'est French ESS. Voilà, et si vous avez suivi un peu l'actualité aussi, en termes de qualité du verre d'Enercop, le classement Greenpeace nous met effectivement au-dessus de la plupart de nos concurrents. Donc on a un enjeu de financer tout ce développement et de ne pas paraître trop pâle et de ne pas paraître trop invisible et de ne pas disparaître dans ce marché très concurrentiel et très capitalistique. Enercop a été créé il y a 12 ans par des acteurs divers et variés, donc des ONG, des associations environnementales, donc on peut citer Greenpeace, on peut citer les Amis de la Terre, par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, on peut citer la NEF, on peut citer Biocop, on peut citer Crédit Coopératif, et puis par des bureaux d'études et des professionnels des énergies renouvelables et citoyennes. À l'origine, on a créé Enercop, et puis le projet d'Enercop, c'est d'être au plus près des territoires, c'est de créer le lien direct, le plus direct possible, comme il est dit dans le film, entre les producteurs et les consommateurs. Donc, on a essaimé et on a créé un réseau de coopératives. Aujourd'hui, Enercop, c'est un réseau de 11 coopératives. La 12e se crée à la fin de l'année. Là, c'est Enercop Pays de la Loire, qui va être basé à Nantes. Et dès le début, on a bénéficié du soutien à la fois de nos clients sociétaires et d'acteurs de la finance solidaire. Nos clients sociétaires, aujourd'hui, c'est 33 000 personnes, donc 60 000 clients, dont 30 000 sociétaires. Chacun devient sociétaire de manière volontaire, qui représente à peu près 14 millions d'euros de capital. Voilà. Et la finance solidaire, c'est des acteurs qui nous ont soutenus dès le début. Les fonds territoriaux France Active ont participé à la création de chacune des coopératives locales. Les Cigales dont on a parlé, le réseau Garrigue, la NEF, le Crédit Coopératif ont été présents dès le début dans le développement d'Enercop. Et puis depuis 2 ans, on est en changement d'échelle. Donc on a besoin de fonds, donc on lève des fonds. Il y a plusieurs manières de le faire. Premier et source de financement la plus vertueuse, il faut le rappeler, c'est nos sociétaires. Nos sociétaires prennent librement une part minimum au capital qui est de l'ordre de 100 €. Ça leur donne le droit de participer à la gouvernance. Pour être tout à fait honnête, ça ne leur rapporte pas beaucoup de retour sur investissement aujourd'hui, mais c'est un peu un pari et un soutien. Et puis deuxième source de financement, c'est d'avoir le recours à des financeurs de la finance solidaire ou de l'économie sociale et solidaire. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 ans, on a fait une première levée de fonds où on a été financé à la fois en prêt participatif, en titre participatif et en dette par différents acteurs que je vais citer ici, parce que c'est important de dire qui sont ces acteurs. Donc MIS, Dominique a parlé de Maïf, Investissement Social et Solidaire. Nos financeurs historiques, l'ANEF, Garrigue, Ecofi, Esfin, donc du groupe Crédit Coopératif. Mirova, qui est la branche investissement solidaire, finance solidaire de Natixis.
il ne faut pas que j'en oublie. Le fonds Noves. Le fonds Noves qui, vous savez, a vocation à soutenir l'émergence de l'économie sociale et solidaire, donc derrière lequel il y a notamment la Caisse des dépôts, il y a le comptoir de l'innovation INCO, la BNP Paribas, je crois, et puis d'autres acteurs. Le comptoir de l'innovation, je l'ai cité, Aviva Impact Investing. Voilà, j'en oublie très certainement, et je vais me mordre les doigts si je les oublie, surtout si c'est filmé, donc il faudra que j'ai un droit de réponse au cas où. Mais voilà, donc on s'est adressé à tous ces acteurs qui... on regardait un peu les trajectoires de développement d'Enercop à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. On confiance dans la capacité d'Enercop à installer un modèle sur le marché de la fourniture d'électricité. Ce n'est pas simple, hein, c'est une gageure. Pour être totalement transparent aussi, ça fait 3 exercices négatifs qu'on connaît, parce qu'on est en développement, parce qu'on est en investissement, mais voilà, on a un retour vers une trajectoire équilibrée qui se met en place. Et puis, pour finir, parce que je vais laisser la parole, on émet à partir de la semaine prochaine des titres participatifs en direction de nos sociétaires. On teste un nouveau mode de financement. Donc les titres participatifs, juste pour vous expliquer comment ça se passe pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est du quasi-fonds propre pour nous. Donc nous, ça nous permet d'améliorer notre bilan et de pouvoir aussi soit investir, soit lever de la dette à côté de ça. C'est rémunéré 2,5%. Et la contrepartie, c'est que la somme est immobilisée pendant 7 ans chez Enercop. Enercop rembourse au bout de 7 ans avec une rémunération de 2,5% par an. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup. Bravo, Emmanuel Soulias. Donc moi j'ai compris qu'on pouvait commencer petit et devenir très gros. Et que vous êtes bien parti et que vous avez des problèmes d'une entreprise en forte croissance et donc diversification des façons de mobiliser du capital, et c'est très intéressant. Je passe tout de suite la parole à Gauthier Auchat qui va nous raconter une autre histoire qui est celui aussi d'une association en croissance qui a besoin de se financer. Donc également, dites-nous tout ce que la finance solidaire vous a permis de faire et va encore vous permettre de faire. Merci. Bonsoir, donc, je m'appelle Gauthier et je suis le cofondateur et actuel directeur de l'association Foot de rue. Alors Foot de rue, c'est une association qui promeut le droit à l'insertion économique et l'initiative pour des publics qui sont aujourd'hui exclus de ces dispositifs ou qui en sont aujourd'hui éloignés, et ce, au travers d'un autre axe qui est la promotion de modèles d'alimentation qui soient accessibles et durables. Donc, lorsqu'on vous a dépeint ces 2 grandes missions, il faut y mettre des faits, des actions. Et donc, de façon très concrète, Foot de rue a porté la mise en place d'un chantier d'insertion adossé à un incubateur culinaire d'insertion. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous sommes adressés à un public, les femmes, ici, aujourd'hui, en France, et nous leur avons proposé d'intégrer un parcours qui leur propose à la fois une activité professionnelle centrée autour de la cuisine et également une activité qui leur permette de se tourner vers d'autres métiers tels que celui de la vente alimentaire de proximité. Donc, à la genèse de Foot de rue, nous nous sommes installés dans le 14e et nous avons installé au début un comptoir de cuisine populaire. Donc, nous sommes appuyés sur les savoirs séculaires et les traditions culinaires de 12 femmes que nous avons intégrées dans ce chantier d'insertion. Et elles ont eu pour mission de préparer des repas qui soient préparés en frais avec des produits qui soient les plus proche possible de notre comptoir de cuisine, et ce, à un prix qui soit le plus accessible possible au regard effectivement des charges que nous avions à supporter. C'est ce qui fait que, bon an mal an, nous avons été amenés au travers de ce comptoir à distribuer une centaine de repas chaque jour à un tarif de 5 € pour le plat principal. Et le succès grandissant, nous avons été amenés à élargir cela en proposant des prestations de groupe auprès d'entreprises qui, ayant eu vent de notre action, souhaitaient à la fois bénéficier d'un service qui soit efficace, performant et bon, tout en aidant effectivement notre structure à se développer.
Je vous ai parlé de la mise en place de modèles d'alimentation qui soient accessibles et durables. Et le comptoir de cuisine, en fait, n'a été que la première pièce à notre petit édifice pour le moment, si je me compare à Enercop ou à d'autres belles réalisations. Et c'est le soutien, avant toute chose, de deux fondations piliers, qui sont la fondation Raja et la fondation Carasso. L'une qui intervient et qui promeut comment dire, l'égalité des chances et surtout le droit des femmes dans notre société aujourd'hui. Et pour Carasso, la mise en place de modèles d'alimentation qui soient durables. Et ça allié à une grande opportunité ici sur Paris, qui est le budget participatif, dont vous avez sûrement tous entendu parler. Eh bien, nous avons été lauréats de ce budget participatif et nous avons pu créer une nouvelle entité qui s'appelle la Panaméenne. Et la Panaméenne, en fait, s'est vue confiée comme mission de créer une halle alimentaire qui soit solidaire et durable ici pour les Parisiens et pour les Parisiennes. Et donc, nous avons déménagé nos locaux, nous avons transféré notre comptoir de cuisine et nous avons créé en fait une épicerie, je ne dirais pas d'un genre nouveau, mais qui recompose un peu l'offre en s'appuyant sur les aspirations de nos concitoyens, à savoir que chez nous, à la Panaméenne, vous trouvez donc des fruits, des légumes qui sont tous issus de circuits courts, qui garantissent le juste revenu des producteurs et qui ne s'enferment pas uniquement dans une logique qui est le bio, il n'y a que ça de bon pour la suite. Il y a une transition, il y a une marche en avant, il y a un accompagnement nécessaire pour ces producteurs pour aller vers un mieux-disant alimentaire. Et donc nous travaillons avec des producteurs qui garantissent tout du moins une agriculture raisonnée et qui limitent au maximum les intrants. Je dis cela, ça a son importance puisque on parle d'accessibilité alimentaire. On sait encore aujourd'hui que le bio est encore un gap, est encore dans les esprits un produit trop cher ou inaccessible. C'est faux, mais on n'est pas là pour en discuter ce soir. Mais en attendant, nous, on essaye d'être un peu le lien, la passerelle vers ce type de produit. Et donc, nos clients peuvent faire le choix, soit de trouver des produits bio sourcés en France, soit des produits conventionnels sourcés à moins de 200 km d'ici. Je vous parle de circuit court, ça veut dire qu'à notre niveau, nous essayons aussi d'apporter notre pierre à l'édifice en matière de développement. Et nous avons par exemple créé deux filières, une filière d'approvisionnement en produits exotiques, des fruits notamment, des ananas, des papayes, tous ces produits qu'on ne peut pas trouver ici sur notre territoire. Et donc nous aidons en fait dans un axe nord-sud au développement de coopératives, notamment féminines, dans des villages, un en Côte d'Ivoire et l'autre au Togo, pour faire importer et créer en fait les conditions d'une filière de distribution ici en France. Nous avons commencé à 12 salariés. Nous sommes dans la deuxième année de notre exercice. Nous en sommes passés là à 17 salariés, avec toujours 12 personnes, aujourd'hui 13, qui sont des personnes embauchées dans le cadre de contrats d'insertion. Donc les contrats d'insertion sont des contrats à durée déterminée. Et les personnes qui intègrent ce dispositif, en fait, bénéficient à la fois d'une activité professionnelle, salariée, rémunérée, et d'un accompagnement à la fois social et professionnel. Nous leur transmettons les gestes, les postures, les savoir-être, les savoir-bien-faire dans les métiers de la vente alimentaire ou ceux de la restauration. Et en parallèle, nous les accompagnons dans la levée de tous les freins périphériques au retour à un emploi ou à un accès aux droits communs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Graal reste le retour à l'emploi sur le secteur économique classique, il y a aussi des emplois, enfin des parcours de transition, comme on les appelle chez nous, et qui peuvent être l'accès à une formation qualifiante, tout en passant par exemple, une remise à niveau ou un apprentissage de la langue française, le dénombrement, le calcul, etc., etc. Je vous dis ça puisque
le panel de femmes et de salariés que nous accueillons est assez large. On parle souvent de public prioritaire, mais il faut y mettre aussi des visages et des situations. Et donc, au sein de notre équipe, vous avez donc des femmes qui sont primo-arrivantes, des personnes qui sont réfugiés politiques, vous avez des personnes bénéficiaires du RSA, des personnes travailleurs handicapés, des femmes de plus de 50 ans qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à retrouver une situation. Donc tous ces critères qui sont des critères administratifs, qui sont fixés par l'État, nous les respectons et avec elles, au quotidien, nous essayons à la fois de régler leurs soucis, leurs problèmes, et en même temps d'avancer dans un projet social, un projet sociétal comme celui de la Panaméenne. Merci, mais j'ai envie de vous poser pour terminer une question. C'est finalement, comment avez-vous financé tout ça et quel est le rôle de la finance solidaire peut-être dans la naissance et le développement du projet? Tout à fait. Si je suis ici, c'est pas pour rien. Il faut savoir que effectivement, Foot de rue à la base est, je dirais, un enfant de France Active. Depuis le début. Puisqu'au tout début, lorsque nous avons créé l'association, nous avons bénéficié d'un accompagnement de la part de France Active. Et c'est grâce au fonds de confiance qui nous a permis de monter une étude de faisabilité et qui nous a permis de démontrer qu'il y avait un possible dans l'idée que nous mettions sur la table, que le chantier d'insertion a pu voir le jour. Donc France Active, à la base, est notre père en matière de développement. Ensuite, effectivement, Finansol, mais toujours au travers de France Active, est intervenu dans le développement, puisque je vous ai parlé de Foot de rue au départ, nous avons maintenant la Panaméenne, mais la Panaméenne, c'est une boutique, c'est 150 mètres carrés, c'est multiplié par 20 notre budget de fonctionnement, et donc il nous a été nécessaire de pouvoir lever des fonds. Et donc c'est grâce notamment à un apport en compte associatif de 30 000 € opéré donc par France Active, que nous avons pu accéder à un emprunt auprès de la Nef afin d'amorcer la pompe et lancer cette boutique. Donc, la prochaine étape, bien évidemment, c'est d'asseoir la Panaméenne et ses activités. Et puis, à l'instar d'autres coopératives, on peut se rêver Biocop d'il y a 30 ans, comme la Panaméenne dans 30 ans, et donc de pouvoir développer une coopérative dont les statuts sont en cours de gestation et qui devrait débuter ici normalement en 2019. Bien, écoutez, merci. On vous souhaite de devenir un nouveau Biocop. Et je trouve votre témoignage est très intéressant parce qu'il met en évidence les 3 aspects de ce qu'est une entreprise sociale. Donc, vous l'avez dit, d'abord, favoriser la création d'emplois de personnes qui n'y ont pas accès facilement. Premier aspect. Deuxième aspect, rendre accessible un service, en l'espèce l'alimentation, à des conditions qui permettent à chacun d'en bénéficier. Et troisième aspect, qui n'est pas le moindre, c'est l'éducation à la citoyenneté, comment s'alimenter, donc l'aspect pédagogique et citoyen de cette activité. Donc ce sont les 3 aspects que vous avez très bien résumés dans votre projet. Alors je vais maintenant donner la parole à la bonne fée qui est derrière une partie de ces projets, dont on a déjà beaucoup parlé, qui est France Active, qui fait des miracles et qui permet de mettre en orbite de magnifiques projets. Donc, Pierre-René, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Non, on ne fait pas de miracles. Enfin, en tous les cas, je salue les enfants. Enfin, c'est les enfants de mes prédécesseurs, quand même, plutôt. Merci de m'avoir invité. Merci Frédéric, merci Dominique. Je suis d'autant plus content d'être ici que je me suis rendu compte en arrivant que je dois être sociétaire de la Maïf depuis au moins 35 ans. Donc je ne suis pas à l'étranger, quoi. Voilà. France Active, j'ai préparé quelques slides, comme on dit désormais, dans un langage qui m'exaspère, mais en plus il paraît qu'on traduit ça par diapositive, ce qui est beaucoup plus élégant, mais je ne sais pas m'en servir, donc c'est Luc qui va m'aider. Je ne suis pas un vrai papa, je suis un grand-père. France Active, donc France Active, au fond, ça a le même âge que la finance solidaire, c'est 30 ans, puisque France Active a fêté son 30e anniversaire là, juste avant l'été. C'est une création où on trouve beaucoup de faits, pour reprendre l'expression de Frédéric, penchés sur le berceau. Alors on y trouve des syndicats, on y trouve la Caisse des dépôts, on y trouve des associations
pas trop mal. À l'époque, on y trouve des acteurs de la vie sociale. On y trouve tout autour, depuis l'origine, la Maïf. On y trouve depuis l'origine beaucoup d'acteurs qui sont encore présents à nos côtés, 30 ans. Et c'est une initiative qui est prise par, au fond, un groupe de banquiers militants, si j'ose dire. Je pense que Claude Alfandéry adorerait l'expression banquier militant. Je pense qu'il dirait plutôt, d'ailleurs, militant banquier que banquier militant. C'est lui le père fondateur, et moi j'ai pris le relais de son successeur qui est Christian Sauter il y a quelques mois maintenant. Mais je veux saluer leur rôle. Ce que je vais présenter, au fond, c'est ce travail accompli par eux et par toutes les équipes depuis une trentaine d'années. L'idée de base, elle était la suivante. L'idée, à nouveau, revenez à la frise qui a été montrée tout à l'heure. L'idée de base, c'était de dire comment aider les gens les plus éloignés de l'emploi à retrouver une activité. Et pour retrouver cette activité, évidemment, la voie royale, c'était, à l'époque, c'est toujours vrai d'ailleurs, la voie du salariat, quelles que soient les formes de salariat. Et puis, commençait à émerger, quelles que soient les formes de salariat, puis commençait à émerger une autre idée, qui était l'idée de créer sa propre entreprise, de créer soi-même son propre emploi, et donc de créer son activité. Et pour partir de la situation où on est très éloigné de l'emploi, pour arriver à la création d'activité, nécessairement, on avait besoin de trois choses. On avait besoin de le savoir, on avait besoin d'accompagnement et on avait besoin de financement. C'est comme ça que les choses se sont créées. Et là-dessus s'est greffé, au fur et à mesure du temps, une idée qui était une idée qui, à l'époque, était perçue comme différente et qui, fondamentalement, ne l'est pas, qui est l'idée du développement de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire d'entreprises dont la vocation est en elle-même une vocation sociale et solidaire. J'interviens dans une logique de défense de l'environnement, de développement de mon territoire, de finalité sociale, de ce qu'on n'appelait pas encore RSE, mais qui allait bientôt s'appeler RSE. Et donc on voit que le social tenait en quelque sorte les deux bouts de cette chaîne, à la fois ceux qui étaient éloignés de l'emploi et au sein d'un certain nombre d'entreprises, la vocation sociale, la vocation solidaire, plutôt que simplement la logique de profit, qui après tout n'a rien de critiquable en soi pour n'importe quelle entreprise qui a besoin légitimement de gagner sa vie. Mais pas que ça. Au-delà de ça, une logique sociale, solidaire, sociétale. C'est à partir de là que s'est développée France Active. Et France Active, si j'avais à le définir aujourd'hui, c'est au fond le croisement un peu étrange. D'ailleurs, je m'en rends compte lorsque ces derniers temps, je prends mon bâton de pèlerin avec le directeur général et que je m'en vais expliquer à quoi sert France Active aux ministres, j'allais dire aux nouveaux ministres. Enfin, maintenant, c'est des vieux nouveaux ministres. Ça fait une éternité qu'ils sont là. Et puis, au moins 1 an et demi, ce qui, dans la vie politique, est énorme. Et puis aux présidents de conseils régionaux qui ont tous changé, ou pour beaucoup d'entre eux, depuis 1 an, et qui de toute façon travaillent dans un périmètre géographique qui a changé, puisque beaucoup de régions aujourd'hui sont l'addition des régions traditionnelles. Je m'en vais expliquer donc ce que nous sommes, et j'essaye de le faire avec un langage qui soit le langage qu'on utilise aujourd'hui. Alors, je vous dis tout de suite que je ne sais absolument pas parler le disruptif et que je suis tout à fait incapable d'avoir le vocabulaire moderne en globiche de conférence qui est l'habitude des milieux professionnels, financiers et économiques d'aujourd'hui et que j'ai beaucoup pratiqué par ailleurs. J'essaye de leur expliquer que nous sommes une association et un établissement financier. Une association parce que c'est une fédération d'associations, France Active, avec 42, je vais y arriver, hein, voilà, avec 42, je savais bien qu'il allait me retrouver, avec 42 associations territoriales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, qu'on appelait jusqu'ici des fonds territoriaux, qui s'appellent maintenant des associations territoriales, et puis au sommet, une association nationale qui pilote, qui coordonne et qui pilote ce que font chacune de ces associations territoriales. Cette idée de se fonder sur le territoire est fondamentale, parce que depuis le début, l'idée de fond, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'économie hors sol, il n'y a pas de création d'activité hors sol. Tout se fait à partir d'un écosystème territorial, et donc à partir des initiatives territoriales.
Et tout l'accompagnement se fait aussi à partir des initiatives et de l'écosystème territorial, que ce soit les entreprises, que ce soit les bénévoles, qui sont d'abord présents sur leur propre territoire, que ce soit les salariés qui peuvent mobiliser, j'allais dire, leur énergie à la main pour suivre et accompagner les différents projets qui leur sont présentés. Et puis au niveau national, il y a à la fois cette coordination et puis surtout, il y a le pilotage de 3 structures financières. C'est pour ça que je vous disais, c'est une association et en même temps, c'est un établissement financier. 3 structures financières, ça représente de l'ordre de 650 salariés, vous le voyez, 2500 bénévoles, et au total, sur l'ensemble du territoire, y compris Outre-mer, c'est 130 points d'accueil. Ces 3 sociétés, elles s'appellent tout bêtement France Active Garantie, France Active Investissement, France Active Financement. C'est des sociétés financières. France Active Garantie est sous le contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et des marchés. Donc, nous sommes exactement à l'égal de beaucoup d'autres établissements financiers à bénéficier du concours bienveillant et du regard attentif et parfois sourcilleux de nos amis de la Banque de France. France Active Investissement ne l'est pas encore, mais l'ensemble, je vais y revenir tout à l'heure, l'ensemble de la place est présente à son capital. France Active Financement est aujourd'hui une structure un petit peu plus petite. Pour dire les choses rapidement, que fait France Active Garantie? France Active Garantie apporte des garanties bancaires. Je suis une entreprise, j'ai besoin de financement. Ou plutôt, je suis un porteur de projet, comme on dit désormais. J'ai une idée, j'ai besoin d'un financement. J'ai besoin d'abord qu'on me dise si mon projet est pertinent. J'ai besoin qu'on m'accompagne à créer le business plan. J'ai besoin qu'on m'aide à bâtir un projet financier. Et puis après, j'ai tout de suite besoin de financement. Et je n'ai pas forcément les moyens, ni d'ailleurs l'envie, d'aller hypothéquer la maison de mes parents. Je n'ai pas forcément les moyens d'aller demander de l'argent gratuit ici ou là qu'on me prêtera ou pas, mais qu'on me prêtera vraisemblablement pas. Donc en partant de cette situation, qui est d'autant plus grave qu'on est éloigné de l'emploi et qu'on a donc peu d'activité économique, j'ai besoin d'abord d'avoir un coup de main qui peut m'être apporté sous forme, par exemple, de prêts gratuits. Ça, c'est le dispositif qui est financé par France Active Financement, qu'on appelle le dispositif national NACRE. Il y en a bien d'autres comme ça. Mais en gros, c'est un prêt à taux zéro. C'est un prêt à taux zéro qui va me permettre d'avoir une petite part de fonds propres gratuits, juste pour démarrer. Puis après, je vais à la banque. Et le rôle de France Active, c'est pour ça qu'on a besoin d'être extrêmement présent sur le territoire, c'est d'accompagner le porteur de projet qui aura été retenu pour essayer d'obtenir un financement bancaire. Et ce que va faire France Active, c'est labelliser en quelque sorte, au sein de ces comités d'engagement, le projet. C'est-à-dire accepter, reconnaître, dire publiquement que ce projet lui paraît pertinent et le présenter comme tel à l'établissement financier. Et à ce moment-là, la banque peut tout à fait décider de prendre le risque du prêt qu'elle va accorder à cette entreprise qui débute. Mais elle peut aussi dire qu'elle ne peut pas prendre ce risque à 100%. Et France Active Garantie est là pour apporter des garanties financières qui peuvent être de l'ordre de 20% du risque, 30% du risque, qui peuvent aller dans les quartiers d'habitat social ou dans les zones rurales les plus difficiles ou pour les populations, pour les créateurs, les porteurs de projets les plus éloignés de l'activité économique et de l'emploi, jusqu'à 80% dans la nouvelle gamme de garanties qui a été mise en œuvre l'année passée. Donc quelque part, la banque se trouve sécurisée en quelque sorte par cette prise en charge de la garantie par le dispositif de France Active Garantie. Vous voyez qu'en 2017, ça représente 318 millions de prêts garantis et que sur ces 310 millions de prêts garantis, l'essentiel se fait au niveau territorial, de l'ordre de 250 millions par l'intermédiaire des associations territoriales qui accordent cette garantie au projet. Et enfin, France Active peut intervenir, c'est le rôle de la troisième société que j'évoque là, peut intervenir en investissement. Alors intervenir en investissement, ça veut dire évidemment soit mettre des fonds propres, soit mettre des quasi-fonds propres, soit toute la gamme des objets qui ont été évoqués par Frédéric tout à l'heure, qui sont des objets financiers qui permettent de renforcer ou de constituer les fonds propres de l'entreprise en voie de création, puis
en voie de développement. Et France Active Investissement, c'est une société dont le capital est de l'ordre de 200 millions, voilà, 190 millions à la fin de 2017. Ça représente pour l'année passée 26 ou une trentaine de millions d'investissements. Et elle est alimentée comment ? Elle est alimentée par les objets qu'évoquait Frédéric. Elle est alimentée notamment par le concours de la Maïf, 10 millions d'euros d'ordre de grandeur, pour 35 millions d'épargne solidaire qui est collectée. Donc cette épargne solidaire va permettre, notamment, pas que elle, mais essentiellement elle, d'alimenter France Active Investissement. Et vous voyez à quel point on a absolument, fondamentalement besoin du développement de l'épargne solidaire, parce que personne ne peut imaginer spontanément d'aller prendre un risque mesuré, mais un vrai risque. Et ce risque, c'est un risque long. J'allais dire, s'il y avait 2 slogans qui rejoignent ce qui a été dit tout à l'heure. Un, on va aider à prendre les risques. J'allais dire, on va aider les établissements financiers à prendre plus de risques qu'ils n'en auraient pris. Et puis, deuxièmement, on va assumer le temps long. Parce que dans des situations comme celle de vos 2 boîtes, de vos 2 entreprises, si on n'intègre pas le temps long, on passe pas les échéances. Vous disiez tout à l'heure, vous étiez encore un peu dans le rouge depuis 2 ans. Vous êtes là depuis 1 an et demi. Vous devez, voilà. Voilà, j'imagine tout à fait, à peu près, quelle doit être votre ligne de flottaison là, au bout d'1 an et demi. Si on ne passe pas ce temps long, voilà, on sait tous que les 3 premières années, c'est les années les plus difficiles, les plus dangereuses. Le bilan de France Active, de ce point de vue-là, est extrêmement positif, puisque en moyenne, les entreprises dépassent 80-85% au bout de survie au bout de 3 ans, ce qui est pas mal. La moitié des entreprises, entre parenthèses, sont des entreprises qui sont portées par des femmes. Dans le succès de France Active, il y a un succès que je revendique d'autant plus que ce n'est pas le mien, c'est celui de mes prédécesseurs, qui est le fait qu'on a même une petite majorité, pas beaucoup, d'entreprises dont les porteurs de projets, 52%, dont les porteurs de projets sont des femmes. Et vous voyez notre impact sur une année comme l'année passée, ça représente de l'ordre de 35 000, 34 000. Quand je fais des conférences, je dis 35 000, j'arrondis vers le haut. 34 000 emplois créés ou consolidés, 7 500 projets financés. Nous avons 35 000 entreprises en portefeuille. Le DLA, c'est autre chose, mais c'est important. C'est un accompagnement au fonctionnement des entreprises, des associations, lorsque notamment elles connaissent des difficultés et des problématiques de restructuration que toutes les entreprises connaissent et les assos aussi. Et au total, ça représente 300 millions de financements mobilisés, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 35 millions d'épargne solidaire collectée, ce qui fait d'ailleurs qu'on est un des premiers collecteurs-utilisateurs, si je prends les deux, d'épargne solidaire en France. C'est dire si on est attentif aux évolutions sur lesquelles je suis résolument optimiste, mais un peu sceptique, qui pourraient intervenir à l'occasion de la loi Pacte, mais il n'est pas dit que... Il n'est pas nécessaire, comme disait Guillaume d'Orange, voilà, vous voyez ce que je veux dire, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni d'entreprendre pour persévérer. Voilà, en gros, présenté en quelques slides et rapidement ce qu'est France Active. Un dernier mot, je suis un peu long, mais juste un dernier mot. Quand je suis arrivé à France Active, une des conclusions assez rapides du tour d'horizon que j'ai fait est la suivante. C'est que je pense que des associations, il y en a un peu trop. Je suis pour le bouillonnement associatif, la création de... Ça, c'est formidable. C'est une espèce d'énergie citoyenne qui se développe et qui fait que la France a le record européen de création d'associations par jour. C'est dommage que le journal officiel que j'ai dirigé autrefois soit devenu électronique, parce que vous vous en rendez pas compte. Mais la création d'associations en France, c'est quelque chose d'incroyable. Bon. Mais en même temps... Les petites assos, c'est formidable, mais si on peut les aider à se fédérer, à s'organiser, c'est encore mieux. Alors c'est encore mieux si on commence par les grandes. Et donc nous avons entrepris un processus de rapprochement entre 2 grandes associations nationales, France Active d'un côté, et puis de l'autre, une autre grande association nationale qui est très présente sur l'ensemble du territoire, d'une manière beaucoup plus capillaire,
qui a des centaines de points de contact au niveau du canton, des deux cantons, des petites villes, des villes moyennes, qui s'appelle Initiative France. Et j'espère que dans l'année et demie qui viennent, nous pourrons constituer une unité de travail associative et financière efficace au service des créateurs d'entreprises. Merci beaucoup, Pierre. Vous allez vous asseoir là-bas. Donc, on a bien retenu que l'avantage qu'a France Active, c'est d'avoir un très grand réseau territorial et de pouvoir accueillir tous les porteurs de projets, de les accompagner et de les financer. Donc, c'est un financeur solidaire, donc, qui est un des grands réseaux de financement solidaire dont on ne peut pas se passer quand on est porteur de projet. Et donc, il faut tout de suite aller voir France Active quand on a un projet d'entreprise, si on veut trouver des financements. Alors, je remercie nos 3 intervenants. Maintenant, je vais vous donner la parole si vous avez des réactions ou des questions à leur poser. Je crois qu'un micro va circuler. Il y en a 2, donc allez-y. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir, témoigner, confirmer, démentir. Allez-y. Qui veut poser la première question? Ah, monsieur. Très bien. Donc vous nous dites en un mot, vous présentez, puis vous posez votre question. Voilà. Marc-Henri Stroh, éco-crédit, microcrédit dans le Sud. Donc c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quand même la finance solidaire, hein, puisqu'on était parmi les fondateurs de Finansol. Ma question est, vous avez dit, donc ce serait à vous, trop d'associations, mais votre travail finalement est très proche, je suis de l'ADI. Pourquoi vous ne fusionnez pas France Active et l'ADI? Ah. Je ne sais pas encore, hein, je déjeune avec Frédéric L'Avenir la semaine prochaine. Mais non, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est la diversité des types de projets. Moi, je crois une chose, c'est que, enfin, vous le savez tous, dans l'univers financier, d'abord, on doit être extrêmement professionnel. Et c'est ce que je passe mon temps à dire avec Denis, le directeur général. On doit d'abord être extrêmement professionnel. Et j'allais dire, plus on est dans l'univers du solidaire, du social, de ce qui fait que les gens chics vous regardent en fronçant un peu le sourcil. Plus, il faut être très professionnel, très professionnel. Et donc, il faut faire les choses d'une manière, au fond, très comparable à ce qu'on ferait si on était dans simplement l'univers des établissements financiers classiques de la place, en quelque sorte. Et donc là, on a 2 unités, 2 associations qui sont très complémentaires. Comme vous l'avez vu, France Active, ça fait de l'apport de fonds propres, des garanties et des prêts gratuits. Initiative France, c'est très présent sur le territoire et l'essentiel de son métier, c'est d'apporter aux entreprises des prêts d'honneur. Entre un prêt d'honneur et un prêt gratuit, la source de financement n'est pas la même, hein. Mais entre un prêt d'honneur et un prêt gratuit, on m'a expliqué que tout ça était extrêmement différent, c'est fondamentalement pas pareil. Très bien. Mais c'est juste la même chose en réalité. Et donc, je pense qu'on peut rapprocher tout ça, parce qu'au fond, les petits ruisseaux, comme disait ma grand-mère, finissent par faire, si on ne met pas trop de barrages en chemin, des grandes rivières. Du côté de l'ADI, on est dans un autre choix financier tout à fait pertinent, mais de nature différente. Puisqu'au fond, le microcrédit, c'est un peu autre chose. C'est d'apporter des prêts, non pas à taux zéro, mais à un taux qui est plus important, qui accepte une autre logique qui est d'aller presque jusqu'au taux usuraire, en quelque sorte, si j'utilise le vocabulaire financier habituel, pour pouvoir financer par ce prêt des tout petits projets pour des petites sommes. Donc c'est une logique complémentaire, mais distincte. Et au demeurant, France Active contribue au financement de l'ensemble du réseau de l'ADI très directement par l'intermédiaire de ces sociétés financières. Alors peut-être qu'un jour on pourra aller jusque-là. Je pense que pour l'instant, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Déjà, vous savez, hein, quand j'ai juste évoqué l'idée de rapprocher, je n'ai pas dit fusionner, France Active et Initiative France, on a dit, oula, il vient d'arriver. Bon, donc on a bien compris que le microcrédit, c'est quelque chose d'assez différent. Ce n'est pas le même type d'accompagnement, le même type de financement. Donc on a bien compris. Est-ce qu'il y a une autre ou d'autres questions pour nos intervenants sur... Oui, allez, madame, on vous apporte tout de suite le micro.
je vais poser une question très pratique. Moi, je suis très sensible à placer mon argent dans des banques qui pratiquent l'économie sociale et solidaire et écologique en plus. Donc, je suis au Crédit Coopérative. Donc, ce que j'aimerais savoir, si je voulais créer une assurance vie, financer une assurance vie. Est-ce que je dois m'adresser au Crédit Coopératif, à Finansol, à la Maïf Social Club voilà, donc, je pose la question très pratique. En tous les cas, pas directement à France Active, parce que nous, on sera heureux de bien utiliser vos sous. Non, mais la réponse est assez simple. Vous avez cité des membres de Finansol qui sont parmi les acteurs les plus engagés. Vous avez choisi une très bonne banque, le Crédit Coopératif, et historiquement aussi la grande banque qui a accompagné la finance solidaire et dont toute la gamme est d'ailleurs solidaire. Chez les assureurs, mais je vais donner la parole à Dominique Mahé, aussi toute sa gamme est solidaire. Donc vous avez le choix, vous allez soit chez votre banquier, soit chez votre assureur, mais comme l'assureur est là, on va lui donner 15 secondes de publicité. Pas mal d'aller à la Maïf quand même. Effectivement, merci Pierre-René. Je ne saurais trop vous conseiller de souscrire l'assurance vie chez nous, à la Maïf. Nous avons un contrat, et je redeviens sérieux, un contrat d'assurance vie qui s'appelle assurance responsable et solidaire. Et quel que soit le véhicule, qu'il soit fonds euro à 100% ou qu'il soit basé sur des unités de compte, de toute façon, il y a dans l'une ou dans l'autre cette dimension solidaire qui se retrouve, vous l'avez dit, notamment avec des investissements au sein de la société d'investissement de France Active. Donc voilà, on vous attend, madame. Et s'il le permet, j'ajoute quelque chose. C'est-à-dire une des valeurs ajoutées d'une association banque comme ça, enfin association établissement financier comme France Active, c'est que pour cette épargne, elle est tracée par une association comme nous du début à la fin. Votre épargne, vous allez savoir depuis le moment où vous simplement vous êtes l'épargnante, vous faites ce choix, elle est tracée jusqu'au bout. Vous savez à quoi elle va servir, y compris au financement d'une de nos deux entreprises qui sont là. Vous le saurez. Et cette traçabilité de l'épargne me paraît un élément absolument essentiel dont moi personnellement je n'avais pas mesuré l'impact et dont j'essaye d'expliquer au pouvoir public que c'est un élément majeur de popularisation de ce type de projet. Au fond, quand on dépense son argent, on veut bien savoir à quoi ça sert. Le mettre sur n'importe quel fonds commun de placement, comme ça, c'est bien. Et puis on regarde le taux de rendement. Mais si on est dans de l'épargne solidaire, on veut savoir à quoi ça sert. Et je trouve que c'est très très important. Aidez-moi à expliquer au pouvoir public que c'est très important. On va vous aider. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, allez-y. Bon, on va prendre les deux et puis on va répondre parce qu'après, il va falloir qu'on conclue. Oui, Antonin Bourdin, élève de première année à l'École supérieure de physique-chimie industrielle de la ville de Paris. J'aimerais savoir si parmi tous vos investissements, il y aurait du financement de thèses et de recherche dans les énergies renouvelables notamment. Ça, on va demander à Emmanuel de répondre. L'autre question, peut-être, on va prendre les deux d'un seul coup. Allez-y, le micro vous est tendu par derrière. Donc, Moustapha Mansouri, donc je suis directeur d'école et militant à la Maïf, donc société engagée dans la mutuelle, précisément. Donc j'avais une question pour Gauthier et Emmanuel. En fin de compte, c'est Gauthier, comment tu as entendu parler de France Active ? Et puis pour Emmanuel, c'est voilà, il y a le réseau territorial France Active qui soutient toutes les initiatives locales pour financer des projets, des structures, des projets importants, des petits projets, mais aussi d'autres réseaux, notamment de financement participatif. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots ? Tu m'as parlé de quelque chose tout à l'heure. Voilà. Merci. Gauthier. Alors comment j'ai connu France Active ? On peut parler de plusieurs décades, puisque dans une vie antérieure, je travaillais pour le service public de l'emploi. Et dans ce cadre-là, je faisais du conseil et de l'accompagnement sur la création d'entreprises auprès des demandeurs d'emploi. Et donc, à cette époque-là que j'avais connu France Active. Et puis, en cours d'emploi, je me suis aussi engagé associativement dans le champ de l'aide alimentaire et j'ai cofondé avec un camarade de l'époque le réseau des épiceries solidaires. Et dans ce cadre-là, nous avons cette fois-ci bénéficié du soutien de France Active et également de Finansol pour développer ce réseau des épiceries solidaires. Et donc, m'est apparu
tout à fait naturel de ensuite me tourner vers France Active, puisque dans cette vie antérieure, France Active a accompagné chacun des projets que j'ai pu mettre en œuvre. J'ai créé 5-6 chantiers d'insertion sur le territoire national, dans le champ de la valorisation de fruits et légumes invendus et dans le champ de la transformation alimentaire. Et donc, je suis un fervent militant de ce dispositif. Et d'ailleurs, il est question aussi, en termes de militance, de renvoyer l'ascenseur. Et aujourd'hui, après près de 20 ans de pratique de cela, je me suis proposé pour être aussi quelqu'un d'aidant, un conseil, une mémoire vivante de cela au travers du comité de sélection de France Active, le comité du fonds de confiance. Et donc maintenant, j'instruis, j'étudie des dossiers et collectivement, nous prenons des décisions le plus éclairées possible pour permettre le développement de nos initiatives. Très bien. Alors, ce qui vient de nous être dit est très important pendant qu'on passe le micro aux voisins, c'est que on a parlé d'épargnants patients de long terme, mais avec France Active, on a aussi un financeur de long terme. Et vous avez bien compris que France Active accompagne les entreprises depuis leur création et tous les stades ultérieurs. Et c'est très important pour les entrepreneurs sociaux d'avoir des financeurs fidèles et qui les accompagnent sur toute leur vie, qui les connaissent et qui sont là au bon moment. Alors, sur la recherche... Ça très rapidement, mais on peut en parler après. Si voilà. Tu veux, nous, ça nous arrive d'accueillir des thésards et de financer des thèses. Après, tu as plein de possibilités auprès de plein d'acteurs. Après, ta question, c'était est-ce que la finance solidaire finance spécifiquement des thèses ? Je ne crois pas, ou alors de manière indirecte au travers des structures qu'elle finance elle-même. Voilà, c'est ça la réponse. Mais si tu veux, on en parle tout à l'heure. Et sur la question de Mustapha, ça me permet aussi de répondre aussi à madame sur la capacité à financer en tant que citoyen des initiatives locales, des initiatives de transition et de diversifier son épargne, puisque c'est aussi ça un moyen d'y arriver. Je ne saurais trop vous conseiller, madame, de souscrire bien évidemment un produit d'assurance vie à la Maïf, de développer votre épargne au crédit coopératif. Je ne peux pas ne pas dire qu'en ce moment, la NEF, qui fait partie du giron crédit coopératif, banque populaire, mais qui a aussi une spécificité très particulière dans le domaine de la banque éthique, lance une campagne aujourd'hui de souscription à des ouvertures de comptes. Donc il faudrait que vous regardiez, parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de se développer. Et puis après, vous pouvez aussi faire des placements qui soient moyen, long terme, de l'épargne ou de l'investissement thématique. Donc je disais tout à l'heure que nous, on propose des titres participatifs Enercop à nos sociétaires. Un autre mouvement qu'on connaît bien qui s'appelle Énergie partagée propose de l'épargne, du financement citoyen aux citoyens qui veulent financer directement les moyens de production d'énergie renouvelable, que ce soit une ferme éolienne en Bourgogne, que ce soit une plateforme solaire photovoltaïque j'allais dire en Bretagne, mais non, il vaut mieux que ce soit en Midi-Pyrénées, ça sera plus efficace. Enfin, voilà. Donc vous pouvez aussi thématiser vos investissements et concilier des produits de long terme, une certaine approche du risque. Voilà. Et Mustapha, la question que tu posais tout à l'heure, je ne sais pas de quoi je t'ai parlé exactement, mais il y a la campagne énergie partagée, il y a la campagne Enercop. Est-ce que j'ai parlé d'autre chose ou... Ouais. Les modes de consommation, notamment par exemple le moteur de recherche Google, qu'on connaît, c'est aussi un moyen de financer des projets. Oui, tout à fait. Il y a des sommes conséquentes. Tu peux en parler. Oui, non, mais du coup, c'était une illustration. On cherche à faire pas mal de partenariats, nous, avec des acteurs qui nous sont un peu naturels, convergents et qui vont un peu dans le même sens. Donc Lilo, qui est un moteur de recherche, qui veut créer une alternative à Google et à tous ces systèmes qu'on connaît bien, flèche aussi les recherches qu'on fait sur Internet pour pouvoir financer des actions d'intérêt général sur les territoires au travers d'associations, au travers de différents porteurs. Donc nous, par exemple, on propose à toute personne qui souscrit chez Enercop aujourd'hui de bénéficier d'un compte d'épargne goutte de Lilo qui permettra de financer des projets d'intérêt général. Donc je pense que c'est important aussi au travers d'initiatives comme celle-ci ce soir, au travers d'acteurs comme France Active, comme de grands acteurs comme la Maïf, que toutes ces petites structures, elles se fédèrent et qu'elles mutualisent à la fois leurs besoins, leurs initiatives, leurs idées, parce que tout ça est quand même globalement convergent. Donc je ne sais pas s'il y a trop d'associations, je ne sais pas s'il y a trop de structures, mais en tout cas, tout ça, ça doit bien converger d'une manière ou d'une autre.
Très vite, très vite. Non, moi, faut juste faire attention quand on voilà, à ce que moi j'appelle, certains l'appellent comme ça aussi, l'éthique washing, vous voyez. C'est-à-dire c'est super éthique. C'est éthique sur l'étiquette. Mais après, il faut regarder quand même. Hein. Fin de la minute de publicité. Merci beaucoup. Bien, alors je crois que nous avons à peu près fait le tour de nos questions. Donc moi je déduis d'abord de cette soirée qu'il faut remercier la Maïf pour son accueil, a pris cette initiative de ce temps de partage sur cette question. Oui, il est possible de faire une finance verte, écologique et solidaire. Je remercie aussi nos trois intervenants pour les lumières qu'ils nous ont apportées. Alors en conclusion, premièrement, la finance solidaire est jeune, vous l'avez vu, puisqu'elle a à peine 30 ans, mais elle est en train d'entrer dans l'âge de la maturité parce qu'elle change d'échelle, elle devient visible, elle a atteint une taille significative. Bon, deuxième idée, c'est que son potentiel est très important et reste très important puisque toutes les interventions qui ont eu lieu nous montrent bien qu'on est dans un milieu où il y a énormément d'innovation. On imagine des nouveaux produits, des nouveaux services, on réorganise la façon de fabriquer l'énergie, on réinvente la manière d'accompagner les créateurs d'entreprises, de les financer. Donc on voit bien qu'on est dans une partie de l'économie nationale qui est très innovante et qui bouge très très vite. Et dans les facteurs d'innovation, on a abordé ces nouvelles façons de collecter aussi. Donc moi, je crois beaucoup à l'avenir des plateformes de financement participatif qui ont aussi un grand intérêt pour nous. C'est que vous savez que dans notre pays, on est épargnant quand on est riche et on est riche quand on est vieux. Et donc l'épargnant solidaire, il a en moyenne 50 ans et c'est d'abord une femme, parce que ce sont les femmes qui tiennent les comptes dans les ménages et les hommes dans la partie épargne simple parce qu'ils sont plus nombreux au travail. Mais l'intérêt des plateformes de financement participatif, c'est que c'est surtout fréquenté par les jeunes. Et donc sur les plateformes de financement participatif, on voit des gens qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, et c'est donc très important pour nous de pouvoir les mobiliser et faire en quelque sorte leur éducation à la finance solidaire dès le plus jeune âge et de ne pas attendre d'avoir 50 ans pour poser les bonnes questions sur que faire de mon épargne. Donc c'est aussi des circuits de financement très importants pour nous et donc tout ce qui est accord de coopération avec les plateformes de financement participatif est une manière aussi de renouveler les épargnants solidaires. Alors, troisième idée, c'est que les témoignages d'aujourd'hui nous montrent qu'évidemment, la finance solidaire a une utilité considérable parce qu'elle permet de financer des projets très innovants qui ne seraient pas financés autrement. C'est souvent, comme vous l'avez rappelé, le financement décisif qui permet de mobiliser d'autres financements bancaires, d'autres formes de prêts. Et s'il n'y avait pas cette prise de risque par des financeurs solidaires ou par des épargnants solidaires, eh bien tous ces projets ne verraient pas le jour et ne pourraient pas se développer. Et donc je terminerai là-dessus. Merci beaucoup.